Très bien, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Léger. J'espère que vous voyez bien l'écran et que vous êtes bien installé pour l'heure qui va suivre. Je suis très heureux de faire ce meet-up, le dernier avant mon été aujourd'hui. On m'a parlé soutenabilité notamment. Donc moi, je travaille chez Team Spirit, hein, je suis consultant cloud depuis 5 ans désormais. Et de par nos activités avec Team Spirit et moi-même dans la discipline du FinOps, nous travaillons aussi avec la fondation, la FinOps Foundation américaine, qui opère sous l'égide de la Linux Foundation. Et voilà. Alors pour ceux effectivement qui peut-être qui nous ont rejoints et pour lesquels c'est leur premier meet-up chez nous, parce que ce meet-up a eu beaucoup de succès en termes de nouvelles inscrits. Donc le FinOps consiste à opérer de manière efficiente des solutions de cloud public, alors souvent avec un paiement à usage, donc c'est la contraction de financial et opération. Alors quel rapport me direz-vous avec la soutenabilité? Parce que voilà, un débat d'experts fait rage en ce moment à savoir si un cloud public bien géré peut être un levier pour son empreinte environnementale, et puis si oui, à quelles conditions? D'où déjà quelques meetings et meet-up autour de la soutenabilité parmi nous, hein. Là, on voit le nombre des inscrits, parce qu'on fête à la fois nos 3 ans et puis le seuil des 1000 membres au sein de cette communauté. Donc, je suis hyper heureux, ça fonctionne très bien. Et on a déjà, pour ceux qui sont curieux sur ce sujet, je mettrai les liens ensuite dans le chat, hein. On a eu déjà 2 précédents interlocuteurs qui sont venus nous parler des liens entre Meetup et entre environnement et gestion financière. Notamment, on a l'Alliance Green IT, hein, Tristan Labaume, qui était venu nous présenter fin 2021, faire un speech sur le cloud public est-il green, donc ce qui avait déjà ramené pas mal de monde, on l'avait vu à l'époque. Et puis également, pas plus tard que fin d'année dernière, c'était AWS cette fois, qui était venu nous voir pour nous parler de leur démarche et de leurs initiatives autour de l'environnement. Donc aujourd'hui, nouvelle étape, hein, je suis ravi d'avoir Mélodie et Hélène parmi nous qui vont nous présenter, exposer leur dernière étude qui est apparue il y a quelques jours seulement. Et c'est là où je vous tends la main. Moi, je vous récupère en toute fin de session pour dire au revoir, l'éternel questionnaire de satisfaction, parler des prochaines échéances. En attendant, je vous souhaite un bon meet-up. Je sais que Mélodie et Hélène peuvent éventuellement déborder de 5-10 minutes. Normalement, on avait prévu 3 quarts d'heure, mais voilà. On va essayer de rentrer dans les clous qu'on avait annoncés. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis avec Mélodie de vous présenter la synthèse d'une analyse qu'on a faite sur les communications publiques des cloud providers pour savoir, pour comprendre la manière dont ils abordaient le sujet du climat et du carbone et savoir si leur communication est à la hauteur des enjeux. Moi, je vais me permettre de vous présenter rapidement Carbone 4 en 1 minute. Et ensuite, c'est surtout Mélodie qui va vous présenter la synthèse de l'article qu'elle a rédigé et sur lesquels elle a fait des recherches. Je vous propose, si vous avez des questions de compréhension ou des questions d'ouverture, de les noter dans le chat, car pendant l'intervention de Mélodie, je vais bien veiller à m'assurer que vos questions sont prises en compte. Et si c'est des questions vraiment de compréhension, de m'assurer qu'elle puisse y répondre pour perdre personne sur la route. Donc, Carbone 4, on est une société de conseil en stratégie climat qui a été fondée il y a 15 ans maintenant par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici. Carbone 4 Conseil, l'entité à laquelle nous appartenons toutes les deux, a maintenant une 70 personnes à peu près dans l'équipe. Et on fait finalement 2 choses. On travaille pour les organisations des entreprises. La première chose qu'on fait, c'est aider nos clients à limiter leur impact sur le climat. Donc, ça veut dire, souvent ça commence par mesurer son empreinte carbone, comprendre comment on peut la réduire et comprendre comment on peut contribuer à la neutralité planétaire en tant qu'organisation ou qu'entreprise. Hein, c'est vraiment le premier pilier vers le net zéro planétaire. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est la réciproque finalement, c'est que la dérive climatique est déjà là et elle est déjà en train d'impacter les organisations, les entreprises. Par exemple avec des risques physiques liés au changement climatique, comme par exemple la magnifique vague de chaleur qui risque de nous arriver dessus d'ici la fin de la semaine,
où il y a aussi des risques de transition qui peuvent être aussi des opportunités pour nos clients. Et donc, on les aide à décrypter la manière dont le climat est déjà en train d'impacter leurs activités ou leur business, d'essayer de faire des projections de ces transformations pour réfléchir avec eux sur la manière dont leur entreprise peut être résiliente et compatible avec un monde bas carbone. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers de notre accompagnement et ce qui sous-tend tout ça, parce que le sujet du carbone et du climat, c'est un sujet complexe. Si ça n'était pas, je pense qu'on aura déjà résolu cette problématique. Donc ce qui sous-tend tout ça, c'est tout notre axe de pédagogie, explication, communication, sensibilisation, information et formation, donc qui sont essentiels. Et quelque part, notre intervention dans ce meet-up va dans ce sens de partager notre connaissance et la diffuser au plus grand nombre. Donc, je vais maintenant laisser Mélodie prendre la main pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Hélène et bonjour à toutes et à tous. Merci déjà d'être connectés aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, qui est la prise en compte des enjeux climatiques par les fournisseurs de cloud. Donc là, il me reste à peu près 20 minutes qu'on va bien utiliser pour vous parler un peu de l'analyse qu'on a pu avoir sur la communication climat, donc la communication publique des acteurs donc que sont Microsoft, Amazon et Google sur le climat. Donc on va laisser à peu près un quart d'heure à la fin pour pouvoir répondre à vos questions et envisager aussi des ouvertures sur des sujets connexes. Donc pourquoi Microsoft, Amazon et Google? Puisque bien sûr, il existe d'autres fournisseurs de cloud, que ce soit en France ou dans le monde. On va vraiment se concentrer sur ces trois acteurs-là, déjà parce qu'ils représentent 60% du marché du cloud à l'échelle mondiale, et aussi parce qu'ils ont une communication assez mise en avant, en tout cas, sur ces sujets-là. Dans l'espace qui me reste aujourd'hui sur ce webinaire, je vais avoir l'occasion de vous présenter les grandes lignes de notre analyse. Elle est très complémentaire avec l'article que nous avons publié sur le site internet de Carbone 4. Donc, si vous voulez plus de détails ou approfondir certains points, je vous invite à lire cet article donc, qui a été publié la semaine dernière. Alors, pourquoi nous parlons aujourd'hui du carbone avec le numérique? En fait, c'est vrai que quand on parle de climat, souvent, on va avoir plutôt en tête des sujets type les transports, la mobilité, le bâtiment, l'énergie, etc. Alors que de plus en plus, on va associer le numérique avec la transformation bas carbone. Il y a un mythe en fait qui existe depuis l'avènement du numérique, qui est que la transformation digitale serait découplée de la transformation environnementale, la transformation écologique et énergétique dont on parle. Un peu comme si c'était deux sphères séparées, voire même que l'une servirait à l'autre et que la transformation digitale serait nécessaire, indispensable à la transformation bas carbone de notre société. Et c'est de plus en plus remis en cause de par l'impact du numérique sur notre consommation d'énergie. Et en fait, on va le voir de plus en plus dans les prochaines années que le poids du numérique dans l'empreinte carbone des activités humaines va être de plus en plus importante. Et donc, il est nécessaire de s'atteler à ce sujet-là et de mieux comprendre en quoi le numérique est énergivore, en quoi il peut participer aussi à cet objectif mondial de neutralité carbone. Et donc, c'est des sujets qu'on a voulu adresser, et notamment à travers la question du cloud. Comme je vous le disais, la consommation d'énergie du secteur du numérique est en constante augmentation depuis les 10 dernières années. Et selon les projections sur les 10 prochaines années qu'on peut faire, elle risque de continuer à croître très fortement, voire exponentiellement, comme on le voit aujourd'hui sur ce graphique qui provient d'une étude de Anders et Drahe. Donc là, on voit sur la courbe l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie des data centers. Et juste en dessous de la courbe, vous voyez des petits chiffres. Donc là, en 2021, moins 21%, moins 20%, moins 25%, etc. Ces chiffres représentent les gains d'efficacité énergétique annuels. Donc, Anders et Drahe ont projeté les gains potentiels d'efficacité énergétique des data centers dans le monde en prenant en compte, bien sûr, l'expansion du cloud.
Donc, on voit que un des premiers leviers, ça reste en effet le fait qu'on va pouvoir s'améliorer sur la consommation d'énergie des serveurs, des data centers dans leur globalité. Ce qui est important de noter, c'est que ces gains d'efficacité énergétique s'amenuisent au fur et à mesure du temps. Dans leur étude, ici, on voit que d'ici la fin de la décennie, on va plutôt être sur des gains d'efficacité de 10, 9, et ça ne fait que décroître au fur et à mesure du temps. Donc, on a un ralentissement du progrès d'efficacité énergétique. En fait, on a un potentiel d'efficacité qui reste limité. On va pouvoir, bien sûr, s'améliorer, puis à un moment donné, il va de toute façon falloir consommer de l'énergie pour accéder à un usage donné. Donc, d'un point de vue, on a la croissance exponentielle des flux de données dans les data centers. Et de l'autre côté, on a ce potentiel d'efficacité énergétique qui reste limité. Donc, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce que font les géants du numérique? Qu'est-ce que font les géants du cloud ici pour pallier à cette empreinte carbone grandissante du secteur et pour respecter globalement les engagements de la scène internationale, donc l'accord de Paris notamment? Alors, la première réponse, c'est que ces trois entreprises que sont Amazon, Google et Microsoft mettent en avant le concept de neutralité carbone. Donc, avec une sémantique qui est plus ou moins douteuse, plus ou moins trompeuse, puisqu'on va parler souvent de net zéro. Donc, Amazon, par exemple, s'engage à devenir net zéro carbone d'ici 2040. Google promeut un futur sans carbone, carbon free, et Microsoft prétend vouloir être carbone négative d'ici 2030. En fait, quand je dis c'est une sémantique trompeuse, c'est que ça donne l'illusion d'une entreprise qui n'aurait pas d'impact sur le climat. Ça repose sur un mythe qui existe depuis déjà de nombreuses années, qu'on essaye de déconstruire chez Carbone 4, qui est le mythe du « je mesure, je réduis et je compense ». Donc, comme l'a dit tout à l'heure Hélène, mesurer, c'est un bon point de départ. C'est aussi ce qu'on fait avec nos clients chez Carbone 4. On commence par mesurer pour avoir une bonne image de l'empreinte carbone. Hélène utilise souvent l'expression de monter sur la balance du carbone. Voilà, je commence par regarder quel est mon point de départ, quel est mon impact actuel sur le changement climatique. La problématique vient plutôt des deux mots suivants, réduire et compenser, comme si on était dans un jeu à somme nulle. Il suffisait que voilà, je réduis un peu et puis le reste, j'ai juste à le compenser et puis bam, c'est bon, mon problème est réglé. Je n'ai plus d'impact sur le climat, ce n'est plus mon problème, ça devient le problème des autres, mais plus le mien. En fait, ce concept de neutralité carbone, il est trompeux parce qu'il n'est pas scientifiquement justifié. La neutralité carbone, c'est une égalité de flux, mais à l'échelle planétaire, en fait, c'est un concept qui est physique, concret, matériel. On est bien sur une égalité entre les flux de gaz à effet de serre qui sont émis à l'atmosphère et les flux de gaz à effet de serre qui sont retirés de l'atmosphère. Donc, une entreprise qui est un concept sociétal, un concept économique, n'a pas de structure physique qui pourrait relier des flux physiques concrets, comme je le disais. En fait, la neutralité carbone se définit uniquement à l'échelle planétaire, voire éventuellement à l'échelle d'un territoire, mais toujours sur un concept physique, concret. On utilise souvent la métaphore de la baignoire pour mieux comprendre la notion de neutralité carbone. En fait, la baignoire qui est ici représentée serait considérée comme l'atmosphère. L'eau à l'intérieur de la baignoire comme la concentration de gaz à effet de serre dans cette atmosphère. Et donc, les émissions anthropiques, donc les émissions des activités humaines, viendraient ajouter de l'eau dans cette baignoire et les absorptions anthropiques, donc en fait toutes les projets forestiers, agronomiques ou technologiques qui permettraient d'absorber du carbone, toutes ces activités humaines seraient comme en fait le siphon de notre baignoire. Et en égalisant ces deux flux, on permet du coup de stabiliser le niveau de l'eau et donc de stabiliser notre température. Plus on atteint cette neutralité carbone ou cette neutralité de flux d'eau rapidement, plus le niveau de l'eau est faible et donc moins on a d'augmentation du réchauffement.
Mais donc, on est bien sur un concept physique, planétaire, et pas sur un concept qui pourrait être aussi facilement aligné sur une entreprise. Ceci étant dit, une entreprise peut contribuer à la neutralité carbone, voire même se doit de contribuer à cet objectif qui est collectif et qui est primordial de traiter, puisque le sous-jacent, hein, c'est la vivabilité, hein, le caractère vivable de notre vie sur Terre. Pour qu'une entreprise contribue à la neutralité carbone, on a chez Carbon 4, avec d'autres acteurs, mis en place un référentiel qui s'appelle la Net Zero Initiative et qui définit les différents piliers sur lesquels une entreprise peut contribuer à la neutralité carbone. Donc, le pilier A, je réduis mes propres émissions, donc je réduis mon empreinte carbone. Le pilier B, je réduis les émissions des autres. Je propose des services ou des produits qui permettent à mes clients de réduire leur empreinte carbone. Donc, on est bien sur l'idée de couper le robinet, hein, de réduire les flux entrant dans la baignoire. Et le dernier pilier, c'est le pilier C, j'augmente les puits de carbone. Donc là, j'agrandis mon siphon en mettant en place des projets qui visent à séquestrer davantage de carbone dans les sols. Pour revenir à nos trois entreprises analysées, donc que sont Amazon, Google et Microsoft, on peut commencer par le pilier C, puisqu'il est vrai qu'à travers leur stratégie net zéro, même si, on l'a dit, la sémantique est assez trompeuse, il se trouve que ces trois entreprises mettent en place des projets intéressants. En tout cas, les volumes de carbone séquestré via des achats de crédit carbone sont intéressants. Hein, donc là, on voit Microsoft, 1,5 million de tonnes séquestrées, 1,2 pour Google. Amazon passe par des financements directs de forêt. Pour vous donner des ordres de grandeur, 1 million de tonnes de CO2 séquestrées, c'est l'équivalent de 130 000 terrains de foot de forêt qui séquestrent pendant 1 an. Donc, c'est quelque chose ce n'est pas négligeable. Attention toutefois, il serait intéressant de regarder la qualité des projets qui sont derrière ces sujets-là. Un crédit carbone n'équivaut pas forcément à un autre crédit carbone, ne serait-ce que quand on regarde le prix à la tonne de CO2. Google aujourd'hui avoisine les 20 $, la tonne de CO2, alors qu'on est sur le marché dans sa globalité, on tourne plus autour de 50 $, la tonne. Donc, derrière ce prix-là, ce coût, se pose la question de la qualité. Qualité en termes de, est-ce que le carbone est séquestré de façon pérenne? Est-ce qu'on a les meilleures pratiques de sylviculture, par exemple, sont mises en place? Est-ce qu'il y a aussi un respect des autres indicateurs environnementaux, notamment la biodiversité, qui peut être important? Il y a aussi d'autres indicateurs sociétaux, de quel est l'impact sur les populations locales, sur l'emploi, etc., qui peuvent être intéressants et primordiaux même de regarder. Hein. C'est vraiment ce qu'on préconise, chez nous, sur ce pilier C. Mais encore une fois, ce n'est pas un sujet de compensation, c'est vraiment un sujet de contribution. Je viens participer à l'effort collectif d'augmenter les puits de carbone à l'échelle planétaire. Si on regarde maintenant les autres piliers, et notamment le pilier A sur la réduction des émissions, on va essayer de regarder qu'est-ce que mettent en place, ou en tout cas sur quoi communiquent ces trois acteurs sur le pilier A, sur la réduction de leurs émissions. Alors, premier constat, ils parlent tous massivement de l'achat d'énergie renouvelable comme premier pilier pour réduire l'impact carbone du cloud. Ces trois entreprises ont acheté de l'électricité renouvelable à hauteur de 15 TWh pour Amazon et Google et 10 TWh pour l'année 2020. C'est considérable, c'est vraiment un montant très impressionnant. Pour vous donner des ordres de grandeur, 15 TWh, c'est la consommation consommation électrique de pays comme la Tunisie, le Liban ou la Croatie. Donc, c'est vraiment très important. Pareil, on peut se demander un peu, de la même façon que sur la séquestration, la qualité en fait de ces achats.
Ici, dans le titre du graphique, j'ai noté que ça additionne le parc propre, les PPA et les GO. Donc, PPA, c'est en fait les Power Purchase Agreements. C'est des contrats long terme sur l'achat d'électricité renouvelable. Les GO, garanties d'origine. Donc là, en fait, c'est l'achat sur un marché d'un ticket, d'une certification verte, mais on est vraiment sur un marché, on n'est plus du tout en direct avec le producteur. La question que ça pose, en fait, c'est est-ce que ces achats qui sont sur une base contractuelle réduisent réellement et directement les émissions de gaz à effet de serre? Et la réponse est non, pas forcément. Pourquoi? Puisqu'il y a, dans la majorité des cas, une incohérence spatiale et temporelle. En fait, d'un côté, on a les data centers de Amazon, Google et Microsoft qui sont reliés sur un réseau d'électricité. Et de l'autre, on a les producteurs d'énergie renouvelable qui potentiellement sont à plusieurs centaines de kilomètres du data center et potentiellement produisent aussi de l'électricité sur une autre période que la période où le data center vient consommer de l'électricité. Donc, pour donner un petit exemple de ce que ça veut dire, en fait, typiquement, si je suis un data center, je consomme de l'électricité que je dis renouvelable, mais en fait d'un producteur qui est situé à plus de 1000 km de mon data center, eh bien déjà, il est peu probable que l'électron puisse voyager sur les 1000 km. Et puis en plus, ma centrale solaire va produire de l'électricité le jour, alors que moi, j'ai besoin de ma consommation aussi la nuit. Donc, je vais être dépendant de toute façon de la consommation d'électricité sur le réseau sur lequel je suis. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Google est en train de mettre en place une stratégie justement pour relocaliser et mettre de la cohérence temporelle sur leur achat d'énergie renouvelable, là où Amazon et Microsoft, donc cela ne fait pas du tout partie de leur communication aujourd'hui, donc cette importance de la cohérence spatiale et temporelle. Ce qui est aussi regrettable sur cette communication, en tout cas sur cet axe stratégique orienté achat d'électricité renouvelable, c'est que finalement, on occulte les autres leviers d'action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On parle assez peu de l'amélioration du PUE. Alors là, il est en bleu clair ici, puisqu'il est fort à parier qu'il y ait énormément d'actions qui soient mises en place, puisqu'ils ont tout un intérêt, un intérêt financier à faire en sorte de réduire le PUE. Donc, le PUE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Power Usage Effective Net qui mesure l'efficacité énergétique du data center. Ce qu'il ne mesure pas, ce PUE, c'est l'efficacité énergétique des serveurs en eux-mêmes. Il n'y a pas non plus dans la communication de ces trois acteurs de levier d'action sur la durabilité, la réparabilité, la durée de vie des serveurs. Autre sujet absent des communications climat de Google, Microsoft et Amazon, c'est la dépendance à l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique. Les télécommunications, les terminaux en bout de chaîne. En fait, sans ces briques-là, les data centers ne seraient pas là, ils n'auraient pas d'intérêt. Et donc, ils sont aussi dépendants des consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en tant que leader du numérique, il serait intéressant qu'ils puissent promouvoir des leviers d'action, d'efficacité énergétique et matière de ces chaînes de valeur. Donc ça, c'est des sujets qui sont relativement absents. Par contre, ces trois, le cloud parle beaucoup, c'est du concept selon lequel le cloud serait plus intéressant d'un point de vue carbone que d'autres solutions numériques, notamment les solutions de data center on-premise. Donc, ces trois entreprises ont réalisé des études sur ce sujet-là qui concluent toutes à la meilleure performance du cloud pour trois raisons. La première et la principale, c'est l'optimisation de la capacité des serveurs. Comme on est sur un service à l'usage, les cloud providers vont pouvoir optimiser les serveurs physiques grâce aux serveurs virtuels et donc faire en sorte que les serveurs soient utilisés à quasi 100% de leur capacité, là où les data centers on-premise, en fait, ont tendance à avoir une surcapacité pour faire face aux éventuels besoins supplémentaires. Et donc, on n'utilise pas les serveurs à 100% des capacités. Grâce au cloud, on a donc une optimisation de la consommation d'énergie et aussi de la matière, puisqu'on a besoin de moins de serveurs. Amélioration du PIE.
comme je le disais tout à l'heure, il est fort à parier que les trois acteurs dont on parle ici ont parmi les meilleures pratiques opérationnelles en termes d'efficacité énergétique des data centers et qui peuvent répliquer ces bonnes pratiques à grande échelle. Le dernier argument que j'ai barré ici, c'est le recours aux énergies renouvelables, puisque en dehors des arguments que j'ai présentés tout à l'heure sur l'achat d'énergies renouvelables, le fait que Google, Amazon ou Microsoft achètent des contrats à long terme ou des garanties d'origine n'est pas spécifique à leur structure d'entreprise. Leurs clients, consommateurs de cloud, pourraient également faire recourir à des achats d'énergie renouvelable. Ce qui est globalement oublié de ces études-là, c'est l'effet rebond. Puisque on est d'accord, l'effet rebond est difficilement quantifiable, mais il est bel et bien existant et c'est un peu trompeur, en tout cas, de ne pas le prendre en compte. En fait, les études juste précédemment décrites partent d'un usage constant. Donc, à usage constant, oui, le cloud est très certainement plus efficace que le on-premise. Par contre, en fait, le cloud génère un effet rebond. En fait, avec le cloud, tout est plus simple. Je clique, je peux avoir une nouvelle machine virtuelle qui s'ouvre à moi. Et donc, ça incite en fait à tester de nouveaux usages, à développer des applications sans vraiment se poser la question du besoin. Donc, en fait, avec le passage sur le cloud, on a démultiplié les usages qui potentiellement n'auraient pas vu le jour si tout le monde était resté on-premise, où en fait, on est un peu limité par ses capacités, sur ses capacités. En tout cas, il y a une barrière à l'augmentation des capacités qui fait qu'on vient vraiment questionner le besoin. Donc, j'ai mis des points d'interrogation ici, puisque bien sûr, il est difficile de quantifier. Et donc, on va devoir. Il est aussi difficile de conclure sur la meilleure efficacité du cloud. Ce que sous-entend aussi cette question de l'effet rebond, c'est en fait la question de l'usage. En fait, les hyperscalers du cloud sont peu préparés à l'avalanche de nouveaux usages du numérique qui s'esquissent afin de limiter l'empreinte carbone. Aujourd'hui, si on veut limiter l'empreinte carbone du numérique, on voit bien qu'on va être limité par l'efficacité énergétique, par la décarbonation de l'énergie, notamment si c'est via des recours à des achats d'électricité renouvelable. Et par contre, de l'autre côté, on fait face à de nouveaux usages qui sont exponentiels. On parle d'IoT, d'intelligence artificielle, de smart building, etc. Et on peut se poser la question de l'intérêt sociétal de ces nouveaux usages vis-à-vis de l'impact carbone. Et ce n'est pas le seul impact, on pourra en discuter, mais encore une fois, ce n'est pas non plus le seul impact du numérique. De se reposer la question de ces usages-là, puisque sans se reposer la question de l'intérêt de ces nouveaux usages, on ne pourra pas limiter en fait cette croissance exponentielle de l'empreinte carbone du numérique. Donc finalement, en fait, ce qu'on s'est dit ici, c'est que les cloud providers parlent beaucoup d'augmentation de puits de carbone, de décarbonation de l'énergie, un peu moins de l'efficacité énergétique et matière, même si on peut penser qu'il y a des actions qui sont menées sur ces sujets-là. Par contre, la grande absence, c'est la sobriété. Donc c'est sûr, hein, c'est pas dans leur intérêt premier, en tout cas, c'est contre leur modèle d'affaires qui vise à accroître toujours les usages, hein, puisqu'ils sont vraiment rémunérés à l'usage. Pour peut-être un peu piquer, en fait, c'est aussi un sujet qui se pose aux clients du cloud, qu'il faut qu'ils réintègrent, en fait, c'est que sans cette brique-là, vraiment, on aura du mal à être vraiment pertinent sur la réduction de l'empreinte carbone du cloud. Donc, c'est en même temps au cloud de revoir leur modèle d'affaires, leur business pour intégrer cette notion de sobriété, essayer de faire en sorte de re-questionner le besoin à chaque nouvel usage. Mais du coup, ce questionnement du besoin, c'est aussi aux clients eux-mêmes qu'il faut se la poser. Est-ce que cette nouvelle application que j'ai envie de lancer va vraiment m'aider ou aider mes clients à optimiser la consommation énergétique? Est-ce que ça va avoir vraiment un intérêt sociétal qui justifie l'augmentation de la ressource énergétique, la ressource en matériaux, qui sont aussi d'autres sujets.
Si finalement il y avait 3 points clés à retenir de cette analyse, le premier, c'est vraiment, je le répète, mais c'est que la question de la sobriété numérique mérite vraiment d'être intégrée par toute entreprise proposant et utilisant des services numériques. On ne peut pas passer à côté de cette question-là, bien que ce soit pas forcément évident d'y répondre a priori. On est vraiment au cas par cas. Vraiment, il faut se poser la question à chaque nouveau besoin ou nouvelle idée qui se présente, mais elle est vraiment elle doit être au cœur de la réflexion. Sur la deuxième idée clé, c'est que les revendications de neutralité carbone des cloud providers sont trompeuses, notamment dans leur sémantique. Et ce qui est vrai pour les cloud providers est vrai pour toute entreprise, en fait. Vouloir être net zéro en tant qu'entreprise n'a aucun sens physique, scientifique. Par contre, c'est vraiment la contribution à la neutralité carbone qu'il faut pouvoir développer dans son business model, dans sa stratégie. Et le dernier point, c'est que la stratégie de réduction des émissions de ces 3 entreprises repose principalement sur l'achat d'électricité labellisée renouvelable. Donc labellisée renouvelable puisqu'on n'a pas aujourd'hui de cohérence spatiale et temporelle entre la consommation et la production d'électricité. Je vous remercie de votre attention et du coup, il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, je suis très preneuse de connaître vos réactions. Merci Mélodie. Alors, vous pouvez même allumer votre micro, pas tous en même temps, parce qu'on est nombreux, mais voilà, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, on a un quart d'heure s'il le faut pour parler du sujet. Alors, moi, j'ai noté quelques thèmes qui revenaient dans les questions sur le chat. Merci pour votre attention, pour vos questions. Voilà, ça montre que vous nous avez bien écouté Mélodie. Il y a une question, par exemple, on a présenté le pilier A des émissions induites, et là, on a montré un peu la fragilité de la communication des cloud providers sur le sujet. On a parlé du pilier C et de la vigilance à s'acheter une conscience en achetant des crédits carbone. Mais qu'en est-il du pilier B qu'on n'a pas du tout abordé? C'est comment le numérique peut éviter des émissions. C'est vrai, en effet, on ne s'est pas concentré sur ce pilier-là sur le webinaire. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article sur lequel on y revient un petit peu. En fait, pour un fournisseur de cloud, le pilier B, donc ça serait mettre en place des services via le cloud qui permettraient aux entreprises de peut-être mieux piloter leur empreinte carbone, mieux réduire leur empreinte carbone. Il existe des projets chez ces trois entreprises qui visent à développer ce type de produits et services. En quoi ça consiste? Ce qui est commun aux 3, c'est la volonté de mettre en place un suivi des consommations énergétiques et plus spécifiquement des émissions de gaz à effet de serre dues à l'usage du cloud. Donc, en fait, c'est quelque part sensibiliser aussi les clients du cloud sur quelle est l'empreinte carbone de leur propre usage numérique. Parce que là où vont un peu plus loin certains de ces 3 acteurs, c'est déjà dresser des pistes de levier d'action. D'essayer de repérer, par exemple, des services qui sont souvent éteints, des services qui ne sont pas exploités à 100%. Google aussi essaye de mettre en place, donc avec sa stratégie en 2030 qui vise à mettre plus de cohérence spatiale et temporelle dans son achat d'électricité renouvelable. Via cette stratégie-là, Google souhaiterait mettre en place aussi une possibilité pour ses clients de choisir des zones géographiques qui auraient un impact carbone plus faible. Donc, en fait, on pourrait décider de se dire, moi, je vais plutôt me mettre là sur ce data center-là, puisque le réseau d'électricité est moins carboné. Donc, par exemple, je vais choisir d'avoir un data center en Islande plutôt qu'en Pologne, parce que l'électricité islandaise est moins carbonée que l'électricité polonaise. Donc, ça peut être des exemples comme ceci. On peut aussi imaginer d'autres exemples plus orientés vraiment sur comment on fait pour développer de l'intelligence artificielle qui permettrait de réduire des consommations d'énergie sur les bâtiments ou des choses comme ça, peut-être en partenariat avec d'autres entreprises.
Ça peut être ce type de sujet-là. Aujourd'hui, sur le pilier B, les 3 acteurs dont on a parlé se focalisent vraiment sur l'empreinte carbone du service numérique et comment on peut faire en sorte de réduire et de piloter au mieux cette empreinte carbone-là. Donc avec certains acteurs qui sont aujourd'hui plus avancés que d'autres, bien sûr. Alors sur le sujet de la neutralité carbone, ni un produit, ni un humain, ni une organisation, ni une région, ni un pays ne peuvent être neutres, puisque cette neutralité, vous l'avez compris, c'est à l'échelle planétaire. On a quantité d'arguments pour montrer scientifiquement que ce n'est pas robuste. Bon, déjà, il suffit de lire le GIEC qui l'explique bien. Mais imaginez que l'ensemble des entreprises existantes décident de compenser leurs émissions, c'est-à-dire d'acheter des crédits carbone. Eh bien, en fait, il n'y aura pas assez de terres cultivables, il n'y a pas assez de surface libre sur Terre pour que l'ensemble des entreprises mondiales compensent. Je crois que quand on avait fait un petit calcul, il fallait l'équivalent de 4 planètes. Donc, c'est un des autres arguments qui montre que non, la neutralité carbone ne peut pas se faire à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une organisation. Voilà, on n'a pas 4 planètes, on n'en a qu'une, et on ne va pas arrêter de planter des choses pour les manger pour s'assurer que les entreprises séquestrent leur carbone à la place. Je vois des remarques sur... en fait, on est pas mal sur du greenwashing, non alors, la terminologie de net zéro, de vouloir être une entreprise neutre, pour nous, est très proche du greenwashing, on peut le dire, je pense. Oui. Parce que justement, sur le concept de je me débarrasse du sujet et puis c'est bon, je suis la meilleure entreprise, je l'ai traité. Et en fait, non, en fait, c'est un travail collectif qu'il faudra continuer à mener tous ensemble. On ne se débarrassera pas de ce problème individuellement. Après, je tempère un peu ce mot quand même, s'il y a tout de même des choses qui sont intéressantes, qui sont menées par certains acteurs. On l'a mentionné ici, Google qui souhaite relocaliser l'électricité renouvelable, lui redonner de la cohérence spatiale et temporelle, ça c'est intéressant. Le fait qu'ils sont quand même, ils mettent en place quand même des projets pour réduire leur PIE, donc le PIE, l'efficacité énergétique des serveurs. Il y a des choses quand même qui sont intéressantes, mais leur communication, elle est quand même assez trompeuse. Et pour moi, le fait d'occulter la question de la sobriété numérique est très dangereuse en fait. Et donc c'est surtout, c'est peut-être là le manque qui est le plus important, c'est que si on oublie de parler de ça, on passe à côté du plus important. Puisqu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler je le disais tout à l'heure, mais des nouveaux usages. Là, en ce moment, c'est le métaverse ou la crypto-monnaie ou des choses comme ça. En fait, si on ne parle pas de l'empreinte carbone de ces sujets-là, on peut arriver sur quelque chose de très dangereux où le secteur du numérique prendrait un poids sur notre empreinte carbone et en fait, on aurait beau faire des efforts par ailleurs sur les autres secteurs, mais en fait, on pourrait pas y arriver. Donc, c'est important de remettre au centre de la stratégie climat la question de la sobriété. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer la série très intéressante d'articles du Monde sur la sobriété de manière générale comme pilier d'une stratégie de notre stratégie climat à toutes et tous. C'est très intéressant et là on le décline sur le numérique, c'est tout aussi vrai. On va peut-être essayer de prendre quelques questions à l'oral, si vous voulez, même si il y en a aussi plein dans le chat. J'ai l'impression qu'on va pas avoir le temps de toutes les traiter, mais allez. Oui, ça a du succès. Ouais. Alors, il y avait Olivier, Quentin, François. Alors, Olivier, ça faisait longtemps. Olivier, vas-y. On vous entend pas. On ne t'entend pas. C'est mieux. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on peut peut-être passer à François ou Quentin, s'il y a toujours. Oui, François, merci pour cet exposé, cette présentation. J'ai une question concernant le sujet de l'empreinte carbone. On a beaucoup focalisé sur les data centers des grands cloud providers, mais bon, ces data centers demandent du réseau, demandent des smartphones pour tourner les applications. Est-ce que vous avez une vue de comment évolue l'empreinte carbone des autres composants de l'architecture IT et est-ce que le data center n'est pas en fait
un point où l'optimisation peut être la plus facile à faire, alors que les autres parties sont, et je pense principalement au réseau et au poste de travail smartphone, sont moins faciles à contrôler et donc probablement avec une dérive sur l'empreinte carbone plus forte. Je réponds? Oui, si tu veux. Déjà, merci pour cette question, parce que vous avez bien compris qu'il faut regarder la chaîne de valeur en entier. En effet, un data center qui n'est pas connecté à des réseaux télécoms, ou s'il n'y a pas derrière moi ou vous, derrière un écran, un terminal, il n'a pas beaucoup de raisons. Donc, c'est la question pour laquelle Mélodie dit qu'il faut regarder la chaîne de valeur, qu'il faut regarder ce qu'on appelle les émissions indirectes, l'amont et l'aval. Le data center n'est pas forcément l'endroit où c'est le plus facile de réduire son empreinte, puisque, comme aussi vous l'expliquez Mélodie, la virtualisation fait qu'on perd l'info de la spatialisation. Et c'est quelque chose qui est une des choses les plus inquiétantes, c'est qu'on a perdu le sens avec la physique. Quand on parle avec des serveurs virtuels, on a perdu l'accroche physique. Donc il y a quand même un gros travail de réaccrocher la dimension physique sur les data centers pour combler, pour combler l'effet virtualisation qui peut être de l'optimisation, mais qui fait perdre une information utile, d'une part. De notre connaissance, l'empreinte carbone des télécoms est très bien connue, et ce sont des infrastructures en plus assez stables, assez longues dans la durée de vie, et là vous verrez que l'ensemble des opérateurs télécoms ont publié des rapports très détaillés, et l'ARCEP en a même fait une synthèse il y a un mois, donc ça y est, on commence à bien connaître l'empreinte carbone des télécoms, à minima en France. Et l'autre levier de décarbonation majeure de toute cette filière numérique, c'est bien la partie terminale, les terminaux, les ordinateurs, les téléphones et autres objets connectés, bien sûr, qui sont un vivier majeur de réduction et de sobriété. Ça me permet de répondre à un exemple. Quelqu'un me demandait un exemple concret de sobriété, quelque chose tout bête et qui va bien parler à vos financiers aussi, c'est d'augmenter la durée de vie du parc des terminaux. Passer pour les ordinateurs professionnels ou les téléphones professionnels à une durée de vie, de 2 à 3 ans ou de 3 à 4 ans, et permet de diminuer d'autant leur empreinte. Et donc, c'est gagnant pour les finances de l'entreprise, c'est très gagnant pour les émissions de carbone, puisque un terminal émet entre 80 et 90% du carbone qu'il émettra sur toute sa durée de vie pendant sa phase de fabrication. Donc, si on évite d'en acheter, on évite déjà 80-90% de CO2 dans l'atmosphère. On peut aussi penser dans des actions de sobriété, il y a quelque chose qui est très peu fait en entreprise, c'est l'utilisation du reconditionné. Ça se fait pas mal au niveau individuel, ça commence à se faire. Côté entreprise, que ce soit pour des serveurs ou que ce soit des équipements finaux, ça peut être aussi des pistes à explorer pour la sobriété numérique en entreprise. Et puis, alors c'est peut-être difficile de penser aussi la sobriété sur les usages applicatifs, mais je pense que ce qui est important, c'est au moment de la prise de décision, en fait, du lancement d'un nouveau projet, d'avoir un canevas un peu de lecture pour se dire est-ce qu'on y va en prenant en compte déjà l'impact carbone le plus tôt possible, en fait. À titre d'exemple, on en parlait tout à l'heure, nous on analyse le coût-bénéfice carbone des nouveaux applicatifs qui visent à optimiser, par exemple, la consommation énergétique industrielle, etc. Ça arrive régulièrement que des clients viennent en pensant vraiment, en étant sûr que leur application, leur logiciel permet d'économiser du carbone. Et en fait, quand on creuse, on voit que finalement, non, c'est pas du tout si évident que ça. Ou alors, évidemment, ça évite du carbone, mais dans 15 ans, en fait. Donc en fait, les conclusions sont pas si évidentes et la question mérite de se poser le plus tôt possible. Il y a pas mal de questions sur la comparaison aussi. Est-ce qu'on peut vraiment comparer des choses comparables? Comment, quand on veut choisir justement un cloud provider, on essaye de choisir le bon? Ou est-ce qu'on pourrait avoir une calculette qui permet vraiment de tous les comparer? Enfin voilà, il y a plusieurs questions autour de ça. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans cet article. Vous comprenez, c'est que ces entreprises choisissent les infos qu'elles communiquent, évidemment. C'est leur choix, mais elles sont toutes très hétérogènes, elles ne sont pas du tout sur les mêmes champs d'application. Donc, pour l'instant, c'est très difficile d'être capable de les comparer. Et Mélodie le dira plus facilement que moi parce que je pense que c'est un de ses leitmotivs, les 10 fois par jour. Le sujet, c'est l'accessibilité à la donnée physique. C'est-à-dire, c'est comment tous ces cloud providers ou tous ces autres usages du numérique
ouvrent toute leur tablette de données physiques pour que Carbone 4 ou d'autres soient capables de les traduire en carbone. Tout à fait. Est-ce que je pose ma question, Quentin Lorenz, en ligne? Oui. Très bien. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation et puis l'article qu'on avait découvert un peu avant, qui pose les bases du sujet. Je voulais, moi, peut-être c'est plutôt un témoignage ou une remarque qui vise à sensibiliser au fait que le choix des indicateurs est un choix assez politique et que les gros opérateurs manient très bien. Le choix des indicateurs et la transparence des données. Donc, je rejoins beaucoup ce que vous venez de dire. On a beaucoup de mal à obtenir des données fiables, consolidées, individualisées au niveau de chacun des centres de données. Et en général, on a des amalgames de chiffres qui sont dans plusieurs continents, sur des data centers qui opèrent de manière très différente. Et c'est une manière aussi de biaiser un petit peu l'appréciation qu'on peut avoir de leur performance. Et j'ajouterais un élément qui est, à notre sens, très important. C'est le reste des indicateurs dont on a besoin pour mesurer la performance d'un data center, à commencer par l'eau et l'indicateur du WUE, qui est le pendant du PUE, mais sur la consommation d'eau. Et en général, on observe un jeu de vase communicant, sans mauvais jeu de mots, entre une bonne efficacité énergétique, mais une mauvaise consommation d'eau. Et il y a des raisons de s'inquiéter quand on voit les chiffres de consommation d'eau aux États-Unis ou même en Europe. Dans des zones en stress hydrique ou non, d'ailleurs, on parle de milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés pour le refroidissement des data centers. Et puis, il y a aussi la valorisation de la chaleur fatale informatique qui n'est pas possible partout, mais quand elle l'est, on considère, nous, que c'est un peu dommage de s'en priver. Donc, c'est un peu pour attirer l'attention par là. Et puis, il y a aussi d'autres sujets, mais qui n'ont pas pu être traités dans votre étude, mais au sujet de l'éthique et puis au sujet de la protection de la donnée, de la sécurité, des lois d'extraterritorialité. Au-delà des annonces et des affichages, il y a d'autres raisons de s'inquiéter. En tout cas, voilà ce que je voulais apporter, mais je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Merci pour votre remarque. Et c'est vrai qu'il y a d'autres impacts que le carbone. Je l'ai mentionné très, très rapidement, mais on peut parler en effet de la consommation d'eau. On peut parler de la consommation de matière aussi, puisqu'en fait, en multipliant les data centers et les usages, en fait, on a besoin de plus de serveurs. Et donc, on sait très bien, tout le matériel informatique, c'est derrière des matières rares et souvent en ressources critiques sur notre planète. Donc, on peut aussi se poser la question cette question-là de la ressource. Ouais, dans le livre L'âge des low-tech de Philippe Biwix, il y a une phrase qui m'avait vraiment attirée là-dessus. Lui, il disait, et là, il faudrait qu'on fasse une étude carbone 4 sur le sujet, on en crève d'envie. Il disait qu'il y avait suffisamment de tantal, de gallium et d'iridium, qui sont les composants de base des puces électroniques, pour encore 15 ans seulement d'un usage numérique comme le nôtre. Je trouve ces phrases particulièrement chocs. Nous, on a très, très envie de continuer d'instruire ça, car en effet, la disponibilité de matière est un point majeur. Donc, en effet, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer sur le sujet du cloud, c'est sûr. Alors est-ce qu'on a, alors quand on a une question posée, il me semble, Olivier, si ça marche mieux, ou Lucas également qui a levé la main, on peut peut-être prendre quelques minutes avant. Bonjour, je vais tenter ma chance. Est-ce que vous m'entendez? Oui. La société Scaleway, merci beaucoup pour d'abord l'article que vous aviez rédigé en avance de phase et cette présentation aujourd'hui. Et en fait, tant de par vos derniers commentaires qu'avec le commentaire de Quentin, je suis complètement en ligne avec ça. En fait, je voulais réagir sur l'aspect de la transparence précisément, puisque effectivement, comme vous le disiez très bien, on ne peut pas résoudre des problèmes qu'on ne voit pas. Et il y a un véritable enjeu, selon nous, et on y est très appliqué, à essayer de rendre disponible un maximum de sets de données, vraiment data center par data center, pour essayer d'avoir une vision granulaire la plus fine possible. Et avant que vous exprimiez votre commentaire, qui en disait long sur, entre guillemets, la transparence, enfin la communication transpeuse et la non-homogénéité des données auxquelles vous avez eu accès, je voulais justement vous questionner sur votre appréciation de ce niveau de transparence aujourd'hui, des difficultés auxquelles vous aviez pu faire face, parce que finalement, vous exprimez une analyse qui est la vôtre, mais si on a peu de données, finalement, est-ce que, jusqu'où votre analyse vous paraît éprouvée, ou est-ce qu'il y aurait encore besoin, de quoi vous manquez aujourd'hui pour aller plus loin? En fait, pour tout vous dire, tout à fait transparent, il y a eu plein de pistes qu'on s'est données. On s'est dit, tiens, on irait bien creuser ça pourrait être intéressant. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué parce qu'il y avait, par exemple, un des 3 acteurs qui ne communiquait pas
à ce niveau-là. Un sujet très simple, je crois que ça a été mentionné dans le chat, c'est la question de comment on comptabilise l'électricité renouvelable. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les sujets techniques, mais le market-based ou le location-based, c'est deux façons drastiquement différentes de compter l'électricité renouvelable. Et donc, derrière, en fait, on tombe sur des chiffres qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, on ne peut plus comparer. Là, on compare des choux et des carottes. C'est impossible, en fait. Et pour certains acteurs, on n'avait juste pas une donnée comparable en fait. Donc il y a plein de choses qu'on aurait bien voulu. On voulait par exemple regarder si sur les 3 dernières années, 3 ou 4 dernières années, les fournisseurs de cloud avaient réussi à réduire leur empreinte carbone ou pas en fait. Donc sur le reporting, on voit que oui, Google a réussi à réduire son empreinte carbone de 9%. Est-ce que c'est durable? On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Amazon et Microsoft, c'est pas le cas, mais en fait, on compare pas la même chose. C'est pas les mêmes chiffres, donc déjà là-dessus, c'est impossible. Puis alors après, pour avoir la donnée data center par data center, c'est juste pas envisageable non plus. Enfin, en tout cas publiquement. Pour avoir été en contact aussi plus via nos missions avec ces entreprises-là, on est souvent confronté à des problématiques de soi-disant confidentialité des données, etc., mais qui font qu'au bout d'un moment, en fait, on a juste plus accès à la donnée. On ne sait plus la consommation d'énergie, la durée de vie des serveurs, des choses comme ça. Donc, apparemment, il y a des projets qui sont mis en place. On voit que ça bouge quand même. Amazon a des projets aussi pour avoir plus de transparence sur ces sujets-là. On voit que Azure et Google Cloud ne sont pas en reste non plus. Mais de là à avoir quelque chose d'homogène qui nous permettrait de pouvoir les comparer ou en tout cas d'analyser plus en profondeur ne serait-ce que les leviers d'action en fait qui peuvent se cacher derrière. C'est aujourd'hui, non, c'est très compliqué. Ça fera, quand on y verra plus clair, vous pourrez revenir nous exposer la suite. Alors. Est-ce qu'on y voit plus clair. Ouais. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, plus de main levée déjà, très bien. Alors, en chat, ça a beaucoup de chatté. Peut-être qu'on en a loupé, mais je pense qu'on arrive sans doute au bout. Et puis, il est déjà 52, on avait dit 3/4 d'heure, on l'a déjà dépassé. J'ai une dernière question. Alors, quelle suite après, peut-être de votre côté? Est-ce que vous pensez sous quel angle continuer les travaux? Peut-être on parlait un peu des fournisseurs français et européens, on était très axé hyperscaler. Vous savez dans quelle direction vous allez continuer à travailler ce sujet? Nous, on va essayer déjà de passer outre en fait la communication des cloud providers parce qu'on voit que ça bloque en fait. Donc, en fait, avec nos clients utilisateurs du cloud, on a du mal en fait à avancer sur ces sujets-là à cause de la communication. Donc, il y a des groupes de travail qui se montent pour faire un peu du rétro-engineering, pour essayer de comprendre la boîte noire qu'est le cloud. Donc là, sur plus des aspects techniques. Et puis, en effet, on est aussi en lien avec des fournisseurs de cloud français, européens sur ces sujets-là, potentiellement peut-être moins visibles, donc peut-être plus à même aussi à travailler sur ces sujets-là avec nous. Ce qui nous intéresse toujours, c'est la question aussi de derrière la sobriété numérique, c'est aussi la question pour les clients du cloud. Est-ce que vraiment, quel est l'intérêt carbone de mon application numérique? Quel est l'intérêt carbone de ce nouveau produit que j'ai envie de lancer? Ça, c'est des sujets qui nous intéressent aussi beaucoup. Voilà, et dans les autres sujets, donc je l'ai dit, mettre à plat l'enjeu de matière première pour l'ensemble de la chaîne de valeur numérique nous semble quelque chose d'essentiel. Et les deux autres grandes questions, c'est on est capable, pour des usages très précis, de montrer qu'il y a un bénéfice du numérique. Pour une application précise, oui, voilà, c'est mieux. Mais en fait, ce qui est intéressant serait de leur montrer au niveau mondial. Est-ce que le numérique, au niveau mondial, permet effectivement d'améliorer le fonctionnement des autres secteurs industriels? Peut-être. Ou alors a-t-il un effet rebond qui annule tout ça? Et on aimerait beaucoup réussir à mettre ça à plat aussi. À quel point le numérique est-il vraiment ou pas un vecteur de décarbonation du reste de l'économie? Qui est toute cette question-là. Puis après, il y a toute la question, et c'est ça qui est passionnante aussi, de comment les acteurs du numérique travaillent entre eux pour décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur
parce que ça fait souvent les utilisateurs qui peuvent, en changeant leur prescription, aider à transformer toute la chaîne amont. Donc voilà, on a quantité d'idées de futurs. Voilà. Le bac à sable est grand pour jouer. Oh, oui. Donc, il est -5, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était hyper passionnant. Voilà, beaucoup discuté, beaucoup d'échanges. Voilà, on va essayer de continuer aussi là-dessus de notre côté. Je vous remercie. Ça sera le dernier rendez-vous avant l'été, ce qui concerne ce meet-up FinOps. On m'a posé la question sur le chat parfois ce que veut dire SIG. Comprenez-le comme le SIG France, c'est le chapitre français de la FinOps Foundation. On se reverra à la rentrée. Pour l'instant, le rendez-vous n'est pas déterminé, mais on se reverra forcément à la rentrée. Et fin juin, il y a aussi un événement FinOps X, la première grande messe en personne de la FinOps Foundation. Si vous êtes au Texas, vers Austin, vous pouvez aller faire un tour. Sinon, tout sera en replay, sans doute sur le cloud, mais regardez-le. Faible définition, je ne sais pas, mais pour économiser un peu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mélodie, Hélène, beaucoup. Merci beaucoup. 1000 fois merci. C'était passionnant et on se revoit très vite tous ensemble. Passez un bel été d'ici là. Merci. Merci à vous. Merci, très intéressant. Bravo.